Welcome to Frenchy Tales. Learn French with wonderful stories. Chapitre 4. Marc-Antoine et Cléopâtre. Première partie. Un nouvel allié romain. Après la mort de Jules César, Cléopâtre se retrouve seule. Elle avait perdu son ami, amant et allié. Mais elle était une reine forte et savait qu'elle devait trouver un nouvel allié pour l'aider à conserver son trône et à protéger son fils. C'est alors qu'elle rencontre Marc-Antoine. Marc-Antoine était un dirigeant romain et un ami de Jules César. Après la mort de César, Antoine devint l'un des hommes les plus puissants de Rome. Cléopâtre savait qu'avoir Antoine comme allié pourrait être bon pour elle et pour l'Égypte. Tout comme avec César, Cléopâtre a rencontré Antoine d'une manière particulière. Elle a navigué jusqu'à Tarse, une ville de la Turquie actuelle, sur un magnifique navire. Le navire était décoré d'or et d'argent et rempli de belles fleurs et de douces odeurs. Cléopâtre s'est habillée comme la déesse Vénus pour impressionner Antoine, et elle l'a fait. Antoine était émerveillé par Cléopâtre. Il a été impressionné par sa beauté, son intelligence et sa confiance. Il a également été impressionné par sa gentillesse. Cléopâtre a invité Antoine à la rejoindre sur son navire et l'a traité avec respect et générosité. Antoine fut touché par la gentillesse de Cléopâtre et commença à l'apprécier. Cléopâtre et Antoine sont devenus amis et ont passé beaucoup de temps ensemble. Ils parlèrent d'Égypte, de Rome, de pouvoir, de politique, de rêves et d'espoir. Comme pour César, l'amitié de Cléopâtre avec Antoine n'était pas seulement une question de pouvoir et de politique, mais aussi d'amour. Cléopâtre et Antoine tombèrent amoureux et eurent 3 enfants ensemble, Alexandre Hélios, Cléopâtre Sélénée II et Ptolémée Philadelphe. Rencontrer Antoine fut une bonne chose pour Cléopâtre. Cela lui a donné un nouvel allié, plus de pouvoir, d'amour et de bonheur. Plus important encore, cela lui a donné l'espoir de pouvoir conserver son trône, protéger son fils et aider l'Égypte. L'histoire de Cléopâtre et d'Antoine est une histoire d'amitié, d'amour, de pouvoir, de politique, d'espoir et de rêve. Cela montre que Cléopâtre n'était pas seulement une reine, mais aussi une femme qui savait aimer, rêver et espérer un avenir meilleur. Deuxième partie. Le pouvoir partagé. Après que Cléopâtre et Marc-Antoine soient tombés amoureux, ils ont formé une alliance puissante. Ils sont devenus plus que des amis et des partenaires partageant le pouvoir et gouvernant ensemble. Antoine a passé beaucoup de temps en Égypte. Il aimait Cléopâtre, leurs enfants, et le mode de vie égyptien. Il a commencé à se comporter comme un Égyptien portant des vêtements égyptiens et suivant les coutumes égyptiennes. Le peuple égyptien aimait Antoine et le considérait comme l'un d'entre eux. Cléopâtre et Antoine ont
eut 3 enfants ensemble. 2 fils, Alexandre Hélios et Ptolémée Philadelphe, et une fille, Cléopâtre Sélénée II. Les enfants étaient un signe de l'amour et du pouvoir partagé de Cléopâtre et d'Antoine. Antoine n'était pas seulement le père des enfants de Cléopâtre, mais aussi un dirigeant. Il dirigea l'Égypte avec Cléopâtre, l'aidant à prendre des décisions importantes et à conserver son trône. Il a également aidé à protéger son fils, Césarion, qui était l'héritier, du trône de Cléopâtre. Le règne partagé de Cléopâtre et d'Antoine était bénéfique pour l'Égypte. Cela a apporté la paix, la stabilité et la prospérité. L'Égypte est devenue plus riche et le peuple est devenu plus heureux. Ils aimaient Cléopâtre et Antoine, les considérant comme leur roi et leur reine. Le règne partagé de Cléopâtre et d'Antoine n'était pas seulement une question de pouvoir, mais aussi d'amour et de famille. Il s'agissait de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun et créer un avenir meilleur pour leurs enfants et leur pays. L'histoire du règne partagé de Cléopâtre et d'Antoine est celle du pouvoir, de la politique, de l'amour, de la famille, du travail d'équipe et de la coopération. Cela montre que Cléopâtre n'était pas seulement une reine, mais aussi une partenaire, une mère et une dirigeante. Elle savait partager le pouvoir et travailler ensemble pour le bien de sa famille et de son pays. Troisième partie, les donations d'Alexandrie. L'un des événements les plus importants du règne partagé de Cléopâtre et de Marc-Antoine fut les donations d'Alexandrie. Il s'agissait d'une cérémonie spéciale, au cours de laquelle Antoine offrit à Cléopâtre et à leurs enfants des terres et des titres. Ce fut un grand événement qui a changé l'histoire. Les donations d'Alexandrie ont eu lieu en 34 avant J.C. à Alexandrie, la capitale de l'Égypte. C'était une grande fête avec de la musique, de la danse et des festins. Le peuple égyptien était excité et heureux pour sa reine et ses enfants. Au cours de la cérémonie, Antoine se tenait sur une plateforme dorée, vêtu des robes d'un pharaon égyptien. À côté de lui se trouvait Cléopâtre, habillée en déesse Isis. Leurs enfants étaient également là, beaux et royaux. Antoine s'adressa à la foule et annonça qu'il donnait des terres à Cléopâtre et à leurs enfants. Ces terres se trouvaient dans la partie orientale de l'Empire romain, notamment à Chypre dans certaines parties, de la Syrie et dans certaines parties du Liban. Ces terres étaient riches et fertiles, propices à l'agriculture et au commerce. Antoine a également donné des titres à Cléopâtre et à leurs enfants. Il déclara Cléopâtre reine des rois et leur fils Alexandre Hélios roi d'Arménie, de Médie et de Parthie. Leur fille Cléopâtre Sélénée
fut nommée reine de Cyrénaïque et de Libye, et leur plus jeune fils, Ptolémée Philadelphe, fut nommé roi de Syrie et d'Asie mineure. Les donations d'Alexandrie furent un grand événement. Cela a rendu Cléopâtre et ses enfants encore plus puissants. Cela montrait au monde qu'Antoine n'était pas seulement un dirigeant romain, mais aussi un pharaon égyptien, et que Cléopâtre n'était pas seulement une reine, mais une reine des rois. L'histoire des donations d'Alexandrie est une histoire de pouvoir, de générosité, d'amour et de famille. Il montre l'ascension d'une reine vers un plus grand pouvoir et comment Cléopâtre a gouverné avec force, sagesse et grâce. Chapitre 5. La bataille d'Actium. Première partie. Tension croissante, alors que Cléopâtre et Marc-Antoine dirigeaient ensemble l'Égypte. Tout le monde n'était pas content. Des problèmes se préparaient à Rome, principalement à cause d'Octave. Octave était le fils adoptif de Jules César. Après la mort de César, Octave devint l'un des dirigeants de Rome. Mais il voulait être le seul dirigeant et considérait Antoine comme une menace. Octave n'était pas content d'Antoine. Il n'aimait pas qu'Antoine vive en Égypte et règne avec Cléopâtre. Il n'aimait pas qu'Antoine se comporte comme un Égyptien. Surtout, il n'aimait pas les donations d'Alexandrie, qui rendaient Cléopâtre et Antoine très puissants. À Rome, les gens voyaient cela comme Antoine cédant des terres romaines à une reine étrangère et étant sous le contrôle de Cléopâtre. Cela a mis Octave et de nombreux Romains en colère. Octave a commencé à répandre des rumeurs sur Antoine. Il affirmait qu'Antoine n'était pas un vrai Romain, qu'il voulait déplacer la capitale de Rome en Égypte et qu'il prévoyait de faire de Césarion, et non d'Octave, l'héritier de César. Ces rumeurs rendirent les gens de Rome encore plus en colère contre Antoine. La tension entre Antoine et Octavien grandit. Ils se disputent et se battent, et leur amitié se transforme en rivalité. Cette rivalité n'était pas seulement une question de pouvoir, il s'agissait de contrôle et de l'avenir, de Rome et de l'Égypte. À mesure que les tensions s'accentuaient, la guerre devenait inévitable. Octave déclara la guerre à Antoine et Cléopâtre, déclenchant la bataille d'Actium. L'histoire des tensions croissantes entre Antoine et Octavien parle de pouvoir et de rivalité, de politique et de guerre. Il s'agit également d'une reine qui se bat pour son royaume, montrant Cléopâtre comme une reine qui s'est défendue et a défendu son pays. Deuxième partie, la bataille fatidique. La bataille d'Actium fut un tournant dans l'histoire, une bataille entre Marc-Antoine et Cléopâtre d'un côté et Octave de l'autre. C'était une bataille pour le pouvoir, le contrôle et l'avenir de Rome et de l'Égypte. La bataille eut lieu le 2 septembre 31 avant J.C., près d'Actium en Grèce. Antoine et Cléopâtre possédaient une grande flotte de navires et de soldats venus d'Égypte et d'autres pays de l'Est.
Octave possédait également une grande flotte composée de soldats venus de Rome et d'autres pays occidentaux. La bataille commença tôt le matin. Les navires d'Antoine se dirigèrent vers ceux d'Octave et les soldats combattirent avec des épées et des flèches. L'air était rempli de bruit et de fumée. Ce fut une bataille féroce et sanglante. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Le navire de Cléopâtre commença à quitter la bataille et Antoine, voyant cela, la suivit. C'était une énorme erreur. Sans leur chef, les soldats d'Antoine perdent espoir et arrêtent de se battre. Les forces d'Octave en profitèrent et attaquèrent plus fort, remportant la bataille. La bataille d'Actium fut une défaite pour Antoine et Cléopâtre et une victoire pour Octave. Cela fit d'Octave le seul dirigeant de Rome et affaiblit le pouvoir de Cléopâtre. Elle a perdu son allié, sa flotte et son espoir. La bataille d'Actium marqua la fin de la dynastie ptolémaïque, la fin de la République romaine et le début de l'Empire romain. L'histoire de la bataille d'Actium est celle de la guerre et de la défaite, des erreurs et des conséquences. Mais il s'agit également du courage et de la détermination d'une reine, montrant Cléopâtre comme une reine qui s'est battue pour ce en quoi elle croyait. Troisième partie, les conséquences. Après la bataille d'Actium, tout change pour Antoine et Cléopâtre. Ils avaient perdu la bataille, de nombreux soldats et de nombreux navires. Mais surtout, ils avaient perdu leur pouvoir. Antoine et Cléopâtre retournèrent en Égypte, tristes et inquiets. Ils savaient qu'Octavien les poursuivrait et qu'ils ne pourraient pas gagner contre lui. En Égypte, les choses étaient difficiles. Les gens avaient peur, l'économie était faible et la nourriture rare. Antoine et Cléopâtre essayaient de garder le contrôle, mais c'était difficile. La défaite d'Actium avait affaibli leur domination. Pendant ce temps, Octave devenait plus fort. Il était désormais le seul dirigeant de Rome, doté d'une armée puissante et de nombreux soutiens. Il était prêt à s'emparer de l'Égypte. En 30 avant J.C., Octave attaque l'Égypte. Antoine a tenté de riposter, mais il était trop tard. Les forces d'Octave étaient trop fortes. Antoine, informé de la mort de Cléopâtre, eut le cœur brisé et se suicida. Lorsque Cléopâtre apprit la mort d'Antoine, elle fut dévastée. Elle aussi avait peur. Elle ne voulait pas être capturée par Octave ou exhibée à Rome comme prisonnière. Alors elle a fait un plan. Elle s'est laissée mordre par un serpent venimeux, un aspic, et elle est morte du venin du serpent. La mort d'Antoine et de Cléopâtre marque la fin d'une époque. C'est la fin de la dynastie ptolémaïque et de l'Égypte indépendante, devenue province de Rome.
Octave devint le premier empereur de Rome, changeant son nom en Auguste. Les conséquences de la bataille d'Actium sont une histoire de perte et de tragédie, la fin d'une dynastie. Mais il s'agit aussi du courage et de la dignité d'une reine, montrant Cléopâtre comme une reine qui a affronté son destin avec courage et grâce. Chapitre 6. La fin d'une époque. Première partie. La fin d'Antoine, après la défaite de la bataille d'Actium. La vie de Marc-Antoine prend une tournure tragique. Il revint en Égypte transformé. N'étant plus le général romain fort et confiant ou le puissant co-dirigeant de l'Égypte. Il était rempli de tristesse et de regrets. Antoine essaya de garder le moral et de maintenir son règne en Égypte. Mais il était clair que les choses n'étaient pas les mêmes. Son pouvoir était affaibli. Son peuple avait peur et son ennemi. Octave devenait plus fort. Antoine savait qu'Octave viendrait le chercher et qu'il ne pourrait pas gagner contre lui. Il n'était plus aussi fort qu'avant et il n'avait pas autant de soldats ni d'alliés. En 30 avant JC, Octave attaque l'Égypte. Antoine était prêt à riposter, mais réalisa vite que c'était une bataille perdue d'avance. Les forces d'Octave étaient trop fortes et celles d'Antoine trop faibles. La fin était proche. Un jour, Antoine apprit la nouvelle de la mort de Cléopâtre. Dévasté, il ressent profondément cette perte. Il avait aimé Cléopâtre et gouverné l'Égypte avec elle. Il ne pouvait pas imaginer la vie sans elle. Dans son chagrin, Antoine a pris une décision radicale. Il a décidé de se suicider. Il tomba sur son épée ces dernières pensées concernant Cléopâtre, la femme qu'il aimait et qu'il avait perdue. La fin d'Antoine fut tragique. Il est mort vaincu et navré, mais il est également mort avec honneur, choisissant de mourir selon ses conditions et avec son amour pour Cléopâtre dans son cœur. L'histoire de la fin d'Antoine est une histoire d'amour et de perte, de défaite et de désespoir, mais aussi d'honneur et de courage, montrant qu'Antoine n'était pas seulement un général, mais un homme qui aimait profondément et vivait courageusement. Deuxième partie, les derniers jours de Cléopâtre. Après la défaite d'Actium et la mort tragique d'Antoine, Cléopâtre se retrouve seule. Elle était toujours reine d'Égypte, mais son royaume était menacé. Les forces d'Octavien se rapprochaient, et elle savait que ses jours étaient comptés. Au cours de ces derniers jours, Cléopâtre a montré sa véritable force. Elle refusa de se rendre ou d'être exhibée, comme un trophée dans les rues de Rome, refusant à Octave la satisfaction de la capturer. Elle était une reine et elle connaîtrait sa fin selon ses conditions. Cléopâtre a élaboré un plan. Elle ne se laisserait pas capturer ou humilier. Au lieu de cela, elle a choisi son destin, décidant de mettre fin à ses jours.
La légende raconte qu'elle a choisi une fin noble et appropriée pour une reine d'Égypte, en se laissant mordre par un petit serpent venimeux, un aspe. Le venin fit rapidement effet. Lorsque les soldats d'Octave la trouvèrent, elle était déjà partie. Vêtue de ses robes royales, elle avait l'air aussi majestueuse dans la mort que dans la vie. Dans son acte final, elle a réussi à refuser à Octave sa victoire, restant reine jusqu'à la toute fin. Les derniers jours de Cléopâtre témoignent de sa force et de son courage. Même face à une défaite certaine, elle a conservé sa dignité, choisissant son destin et veillant à ce qu'on se souvienne d'elle, non pas comme une reine vaincue, mais comme une femme de pouvoir et de détermination. L'histoire des derniers jours de Cléopâtre est une histoire de courage et de résilience, montrant qu'elle n'était pas seulement une reine, mais une femme qui a façonné son destin. Troisième partie, l'héritage du dernier pharaon. Cléopâtre fut le dernier pharaon d'Égypte. Sa mort marqua la fin de la dynastie ptolémaïque et la fin de l'Égypte en tant que royaume indépendant. Pourtant, son héritage perdure. Cléopâtre n'était pas seulement une reine, elle était une dirigeante puissante, une diplomate talentueuse, une mère aimante et un symbole de résistance. Son impact sur l'histoire est indéniable. On se souvient de Cléopâtre pour son intelligence et son charme. Elle était l'un des rares dirigeants ptolémaïques à pouvoir parler égyptien et à parler couramment 9 autres langues. Cette compétence l'a aidée à se connecter avec différentes personnes et cultures, faisant d'elle une leader et une diplomate à succès. On se souvient également de Cléopâtre pour ses relations avec Jules César et Marc-Antoine. Il ne s'agissait pas seulement de relations amoureuses, mais d'alliances politiques qui l'ont aidé à maintenir le pouvoir et à protéger son royaume. Il montre que Cléopâtre n'était pas seulement une reine, mais aussi une penseuse stratégique. La mort de Cléopâtre marque la fin tragique de son règne, mais aussi une déclaration puissante. Elle a choisi de mourir plutôt que d'être capturée, mourant dignement. Cette décision démontre la force et le courage de Cléopâtre, démontrant son engagement envers son peuple et son royaume. L'héritage de Cléopâtre s'étend au-delà de l'Égypte. Elle est un symbole de pouvoir féminin, de résistance et d'indépendance. Sa vie et son règne ont inspiré des livres, des films et des œuvres d'art, et son histoire continue de captiver les gens du monde entier. L'héritage de Cléopâtre témoigne de sa vie et de son règne. C'est un témoignage de son intelligence, de son courage et de sa détermination. L'histoire de l'héritage de Cléopâtre est l'histoire d'une reine qui a marqué l'histoire, montrant comment Cléopâtre n'était pas seulement une reine, mais une femme qui a façonné son destin et celui de son royaume.